Bonjour, bienvenue sur ce cours un petit peu particulier car vous n'allez pas beaucoup me voir mais vous allez beaucoup m'entendre. Je suis Alexandre Meyer, donc je vais vous présenter le cours sur la partie animation qui fait partie du cours de master première année informatique, animation et simulation 3D. La partie dont je vais vous parler moi est plutôt la partie animation de personnages. Alors, le début de ce cours, on va essayer déjà un petit peu de recadrer sur quelles sont les particularités de l'animation de personnage par rapport au reste des techniques d'animation. Donc, par exemple, l'animation physique que vous avez pu voir avec Florence Zara, ou alors l'animation dans laquelle on va mélanger du contrôle et de l'animation physique avec Nicolas Prono. Peut-être basculer un peu un écran, ce sera plus joli. Donc là, vous avez un petit exemple. Donc les choses qu'on va plutôt nous aborder dans ce cours-là, c'est la partie animation de personnages avec beaucoup de choses qui viennent de capture de mouvement et beaucoup de choses dans lesquelles on va travailler plutôt sur un squelette plutôt que sur le maillage. Alors, c'est une grosse différence par rapport à l'animation physique, dans laquelle vous avez de la fumée par exemple, ou là des tissus, où vous avez des objets qui tombent les uns sur les autres. Donc pour la partie animation, qui est une sous-partie de la synthèse d'image, dans la synthèse d'image, je rappelle, vous avez plutôt des aspects modélisation, ce qui sont comment créer vos objets 3D, une partie plutôt rendue, qui sont comment est-ce qu'à partir des objets 3D, on va calculer une image. Ça, c'est plutôt dans l'autre option. Dans la partie animation, nous, ce qu'on va voir, c'est mouvement de personnage, animation physique et contrôle d'animation. Dans contrôle d'animation, il y a des choses qu'on va faire un petit peu avec moi, puis des choses que vous allez faire un petit peu avec Nicolas Prono. Donc voilà, des choses plutôt très orientées là, voilà, les squelettes qui sont en mouvement. Alors après, les différentes approches, si on rentre un petit peu plus dans les détails, les différentes approches qui existent en animation, vous pouvez avoir des animations qui sont issues de données réelles, comme la capture de mouvement. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus réaliste que de filmer un phénomène, d'essayer de retrouver son mouvement là-dedans et de le rejouer. Ça marche bien et ça a été énormément développé pour l'animation de personnages. Ça marche beaucoup moins bien si vous voulez filmer des fluides, de l'eau ou de la fumée, et puis essayer d'en faire l'animation qu'il y a derrière. Il y a quelques techniques qui existent, mais c'est quand même plus anecdotique. En général, ce qu'on préfère plutôt pour l'animation physique, c'est de prendre les équations, de les recoder, et puis de relancer le calcul. Alors on peut aussi créer des animations manuellement. Alors ça donne des animations qui peuvent être réalistes si votre animateur est techniquement doué. Par contre, qui en général sont plutôt fastidieuses et demandent d'un savoir-faire. Et donc la dernière grande famille de techniques d'animation, ce sont plutôt les modèles générateurs ou à base de simulation. Donc on peut aussi faire de l'animation procédurale pour des humains à partir de règles. Vous pouvez avoir des séries de sommes de cosinus et de sinus ou de tracer des courbes, enfin d'avoir une série de règles qui vous permettent d'animer un humain. En général, les techniques d'animation à base de génération ou de simulation sont plutôt appliquées pour de la simulation physique. C'est très facile d'aller voir nos collègues physiciens, d'aller regarder un petit peu quelles sont les lois de la physique, de les recoder, et vous aurez des phénomènes qui vont être très réalistes, une balle qui rebondit, de la fumée, de l'eau, du liquide. Alors, ensuite, les avantages et les inconvénients de toutes ces techniques-là. Le problème du générateur et de simulation, c'est que vous allez obtenir une animation qui sera très réaliste. Par contre, souvent, si les phénomènes peuvent être complexes et prendre pas mal de temps de calcul. L'édition manuelle d'une animation, euh, vous avez besoin d'avoir un savoir-faire. Si vous n'avez pas ce savoir-faire, votre animation ne sera absolument pas réaliste. En général, c'est quand même assez fastidieux. Ce qui s'est beaucoup développé entre les années 2000 et les années 2020, c'est la capture de mouvement pour les personnages humains. Ça marche bien, ça vous donne un résultat réaliste, assez léger quand vous avez besoin de le rejouer. Vous pouvez rejouer dans une application interactive des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers d'animations d'humains virtuels, ça ne vous coûtera pas trop cher en temps de calcul. Par contre, vous avez une animation qui est assez fixe et rigide. Le personnage, il va avoir du mal à s'adapter automatiquement à l'environnement, même s'il y a des choses qui existent. Donc après, idéalement, ce qu'on essaye de faire dans une application de 3D, c'est éditer des animations issues de capture de mouvement parce qu'elles sont très réalistes, avec des outils automatiques, donc des outils un peu d'animation procédurale, et qui laissent un contrôle précis à l'animateur. Ça, c'est plutôt pour pour les personnages. Évidemment que c'est pas forcément vrai pour la partie simulation physique.
Donc en pratique, pas mal de travail fait à la main, c'est-à-dire que les animateurs aiment bien injecter leur savoir-faire dans les outils. Si vous leur dites, moi j'ai un outil complètement automatique pour gérer une animation, ils vont dire, oui c'est bien, mais moi j'ai envie de rajouter à tel moment tel effet, à tel autre moment tel effet, comment je fais? Donc on utilise aussi beaucoup de maquettes, vous allez voir sur des vidéos de capture de mouvement, des objets fabriqués en carton, des robots. Il y a un gros travail en post-production pour nettoyer la capture de mouvement qui a été faite. Beaucoup de choses autour sur des fonds verts. Les animateurs ont l'habitude de mélanger plein de logiciels différents. Alors nous, on ne va pas trop utiliser les logiciels là, parce qu'on va plutôt regarder les techniques qui sont codées dans les logiciels. Alors, tiens, il y a l'image qui cache un peu le texte, mais juste pour se replacer, probablement que l'animation, c'est la branche la plus jeune du computer graphics, donc de la partie synthèse d'image. En gros, ça fait depuis 50 ans qu'on essaye de faire du rendu. L'animation, c'est plutôt depuis les années 90-2000. Donc il y a encore pas mal de place pour des idées innovantes. Ça, c'est peut-être un peu plus pour le côté recherche, mais pas forcément. Donc sur la partie qui va être abordée en M1, alors ce cours il est un peu en deux parties. Il y a une partie en première année de master et une partie en deuxième année de master pour ceux qui continuent en idée 3D. Nous, ce qu'on va voir plutôt là, cette année en M1, c'est système articulé, cinématique directe, un peu de skinning, même si on ne va pas le coder en TP. Un gros cours sur la capture de mouvement, parce que c'est important de savoir d'où viennent nos données. Et puis, on commencera à voir toutes les techniques d'édition d'animation, graphes d'animation, cinématique inverse un petit peu moins, c'est des choses sur lesquelles on va travailler plutôt en M2. Voilà, donc ça c'est pour le plan général. Alors c'est parti pour la partie plus animation de personnage. Alors, on va basculer sur ce cours-là en plein écran. Donc la partie animation de personnage basée squelette. Alors je vais vous parler quand même un tout petit peu de l'animation de personnage qui n'est pas basée squelette, mais on va très vite voir que la majorité des techniques maintenant utilisent le squelette pour faire de l'animation. Donc le squelette c'est ce que vous avez là-haut, et puis le maillage est rajouté ensuite par-dessus avec des techniques qu'on appelle skinning. Je vais vous parler aussi un petit peu cette année, puis plus en M2 pour ceux qui resteront. Donc historiquement, si vous regardez en 2D, ce que vous avez pu faire en IFAP4 pour ceux qui étaient étudiants déjà en licence ici, c'est que si vous voulez afficher une animation 2D, vous aviez quelque part une série de sprites, donc une série de petites imagettes 2D dans lesquelles l'animation était découpée en positions clés. Donc là, par exemple, le tigre qui est en train de courir ou qui est en train de se lever, vous avez ici, chaque ligne correspond à une animation de ce personnage-là. Dans un jeu vidéo, en 2D, quand vous voulez appliquer, d'ailleurs c'est encore utilisé pas mal, hein, dans Unity, vous avez des outils très précis pour faire ça. Vous avez même des outils pour dessiner les animations image par image. Donc là, dans un jeu vidéo 2D, on va afficher le petit rectangle qui correspond à cette image-là, puis au pas de temps suivant du jeu, donc à la frame suivante, on dira, on n'affiche plus la colonne numéro 0, mais la colonne numéro 1, puis la colonne numéro 2, puis la colonne numéro 3, puis la colonne numéro 4, puis la colonne numéro 5. Dans l'idéal, quand vous avez conçu vos animations là, elles sont cycliques, donc une fois que vous êtes au bout, vous allez rebasculer dans l'animation numéro 1 ou éventuellement sauter dans une ligne de l'animation ici, et ça va fonctionner très bien. Alors tiens, à chaque fois j'ai des petites vidéos, alors même si je suis en train de vous faire une vidéo et que vous pourriez aller voir les vidéos, je vais vous les montrer. Alors par exemple, tiens, un jeu de 72, donc il commence à dater un peu. Pitfall is a graphically stunning game that is taking the Vous VCS voyez là jungle le by petit storm. personnage qui The était game is animé comprised avec, of je sais pas, une 255 série de different jungle scenes 4 laid out sprites. horizontally. Le son By quand running même, the ça sera game, plus one simple. can automatically advance the Alors après, bon, le reste c'est de l'animation plus procédurale, c'est-à-dire que vous deviez avoir des angles pour travailler sur les choses, mais ici, voilà, vous avez une petite animation avec 4-5 sprites, le personnage il avait une petite animation avec 4-5 sprites, le crocodile il avait 4-5 sprites. Vous avez un résultat qui ressemble à peu près à ce que vous avez pu faire en IFAP4. so these shortcuts can be very useful. Alors après, ce que j'aime bien aussi, c'est montrer. Alors, il y a d'autres animations, je ne vais pas toutes les passer dans cette vidéo-là, vous irez les regarder en vrai. Ce que j'aime bien montrer, c'est l'historique de FIFA. Parce que dans FIFA, vous avez un vrai historique des techniques d'animation. On va avancer un petit peu. Donc là,
C'était pas de la 3D, c'était toujours des sprites, sauf qu'au lieu d'avoir des petites imagettes pour que une vue de côté, vous aviez des petites imagettes pour des vues de trois quarts. Euh, Bah, on sait même en 95, hein, c'était toujours comme ça. Alors là, c'est la même chose, c'est juste qu'au fur et à mesure, le nombre de petites imagettes qu'on a pu stocker dans un ordinateur a augmenté et la qualité des animations a augmenté comme ça. Donc c'est toujours une vue de trois quarts, on a toujours ces séries de petites imagettes. Alors ça, après, on avance, on avance, on avance. En 96, c'était toujours comme ça. C'est des petits sprites. Par contre, le terrain était peut-être déjà en 3D, mais par contre, les personnages sont toujours des petts sprites. En 97, ah bah, en 97, ça bascule. Donc là, c'est vraiment de la 3D. Ah, on voit pas très bien sur la vidéo. On peut peut-être avancer un petit peu en 98. Voilà, en 98, on est un peu plus convaincu que les personnages ici sont de la 3D. Alors, ils ne sont pas composés de forcément beaucoup de triangles. Mais là, on a basculé. C'est que maintenant, on a de l'animation qui est. Vous avez un squelette qui se déforme, qui s'anime, et vous avez un maillage qui se déforme par-dessus. Donc, alors après, et là, on voit quand même les triangles, là, on commence à les voir. Donc là, on est convaincu que les techniques d'animation ont changé. Alors ensuite, on peut avancer. 99, toujours pareil. Alors après, ce qui s'est raffiné, c'est le nombre de triangles qu'on est capable de déformer au moment de l'animation du personnage, et puis le nombre d'animations qu'on a stocké. Là, quand même, on voit que c'est des triangles. On voit bien les angles droits. Alors, on peut avancer encore un petit peu plus. Alors après, vu que la technique au niveau de l'animation n'a pas beaucoup changé, on peut avancer plus loin. Voilà, donc là, ce qui change, c'est que probablement le squelette est un peu plus raffiné, c'est qu'il y a un peu plus d'os, il y a peut-être même probablement des os qui sont assez vite apparus pour le visage, alors peut-être pas encore en 2007, mais ça va venir après. Euh, et puis c'est surtout qu'il y a beaucoup plus d'animations qui sont stockées, et beaucoup plus d'animations qui ont été enregistrées, donc des joueurs de foot qui sont passés devant un écran vert dans lequel on a demandé de faire tous les gestes possibles du foot. Voilà, ça s'arrête à 2013, mais ça change pas grand-chose pour après. Bah, vous irez voir après, alors quelques autres jeux, hein, tiens, des jeux typiques avant 2014, ça date un peu, mais on peut quand même aller voir ce qui se faisait en 2014. Alors ça, c'est typiquement ce que vous avez dans une application de jeu vidéo, c'est que vous avez de la physique, avec la fumée, la pluie, voilà, le tir au pistolet, ça fait de la fumée, puis vous avez des personnages animés avec souvent des costumes différents. Donc, pour pouvoir utiliser la même animation sur des animations de marche, bon, ça, c'est plus une vidéo qui va vous montrer l'anti-aliasing. Voilà, si vous voulez utiliser la même animation de marche sur différents personnages, c'est beaucoup plus simple de factoriser ça dans un squelette, ce qu'on va voir assez vite. Et puis vous pouvez réappliquer ça sur différents personnages. Alors, ce qui reste toujours un petit peu compliqué, c'est que vous voyez les interactions entre le personnage et les objets. Euh, Est-ce qu'on peut le voir? C'est plutôt une vidéo sur anti-aliasing. Mais le personnage, voilà, on voit pas trop ses pieds sur le sol, mais des fois on a des impressions où le pied glisse un petit peu sur le sol, ou n'est pas complètement ancré sur le sol. Là, vous voyez, bon, la fumée, on voit pas grand-chose. Ah, est-ce que je vous montre? Far Cry, vous avez le même genre de composition, lui. Bon, Far Cry, c'est pas forcément le jeu le plus... Mais voilà, vous avez des interactions quand même du personnage avec les objets. Ah, où est-ce qu'on le voit courir? On ne voit pas trop courir. Ah oui, non, Far Cry, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Alors, euh, ouais, c'est plus là, donc les interactions du personnage avec les objets. Donc les mains attrapent ici quand même assez bien le bord, mais des fois vous pouvez avoir quand même des petits défauts. Vous avez les pieds qui va glisser. Là, par exemple, quand il s'agit de marcher, si on s'arrête et qu'on regarde de près, l'interaction avec les objets, des fois, souffre un petit peu de défauts. C'est l'inconvénient quand vous avez fait de la mocap, c'est qu'ensuite il faut réadapter votre animation à chaque petit élément du décor. Voilà, vous voyez,
Quand il monte sur le toit, c'est pas hyper réaliste, mais ça donne déjà un résultat qui est pas mal. Donc, revenons-en à notre cours, je ne sais pas où il est. Donc voilà, ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette vidéo-là, c'est qu'on est passé très vite de la partie plutôt sprite à la partie plutôt animation de maillage avec un squelette. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi avec un maillage, comme on a stocké plusieurs séries d'images, on pourrait stocker plusieurs séries de maillages. Mèche numéro 1, mèche numéro 2, mèche numéro 3, mèche numéro 4 dans un grand tableau. Et puis au fur et à mesure que l'animation se déroule, ben, on affiche le maillage 1, puis le maillage 2, puis le maillage 3, puis le maillage 4. Ça marcherait. Ce serait juste pas du tout efficace parce qu'en mémoire, ça se demanderait à stocker des tonnes et des tonnes de maillages différents. Donc ça, c'est une technique qui n'a jamais été réellement utilisée. Sauf peut-être, petite exception, c'est pour le blind shape, pour l'animation de visage, c'est quand vous avez stocké, alors pas des centaines et des centaines, mais 4-5 maillages différents avec des expressions différentes. Une expression neutre, une expression endormie, une expression en colère, une expression de surprise. Et puis ensuite, on va moyenner ces maillages en faisant bien attention qu'au départ, les maillages ont dû être stockés avec des triangles de- avec une bonne connectivité, c'est-à-dire des triangles au même endroit, c'est-à-dire qu'un triangle avec un tel numéro qui correspond au sourcil gauche doit être le même dans le maillage d'à côté. Vous devez avoir une correspondance entre les maillages. Et après, vous donnez un pourcentage en disant je veux 3% du maillage neutre, 40% du maillage endormi, 17% du maillage en colère, et vous obtenez peut-être, probablement un personnage un petit peu endormi et un petit peu en colère. Alors après, ensuite, le réglage de ces paramètres-là sont confiés à un animateur qui, lui, va essayer de produire l'expression la plus juste possible. Donc cette manière d'interpoler un maillage qu'on pourrait faire en TP, parce que finalement c'est pas si compliqué que ça s'appelle le blend shape, le blend shape pour mélange de formes. C'est beaucoup utilisé pour le visage, c'est un petit peu en train de disparaître à cause des techniques d'animation basée squelette qu'on va voir tout de suite après. L'inconvénient c'est la création des données, le stockage, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais la création des données peut rester un peu plus complexe que l'animation basée squelette. Donc la deuxième manière d'animer un personnage, c'est de séparer le personnage 3D en deux morceaux, un squelette et un maillage avec éventuellement des textures, des cartes de normal, un maillage de plus en plus raffiné, éventuellement même un maillage différent pour une même animation. Pour les joueurs de foot, vous doutez bien que c'est la même animation qui va être jouée plusieurs fois pour toute l'équipe. Après, vous pouvez avoir des animations particulières pour certains joueurs, mais c'est très facile de factoriser une animation. Donc un squelette, un maillage. Alors si on regarde ensuite comment fonctionne un squelette a des avantages de pouvoir travailler plus facilement que de travailler sur tous les sommets du maillage, parce qu'on se retrouve à avoir une vingtaine ou une trentaine de sommets. Alors, souvent, on travaille plutôt sur des angles. On va travailler plutôt ici sur des inclinaisons entre deux articulations. Travailler sur des angles a un gros avantage par rapport à travailler directement sur la position 3D du squelette. C'est qu'en travaillant sur les angles, on garantit toujours que la longueur des articulations va rester constante. Si je change un angle ici d'ouverture de la jambe, j'obtiendrai peut-être une animation qui ne sera pas très réaliste, et je suis sûr d'obtenir un squelette qui va rester cohérent avec la même longueur sur les articulations. Donc après, un animateur, ce qu'il peut voir souvent, c'est des courbes comme ça, c'est des courbes d'angle sur chacune des articulations. Alors souvent, il y en a trois, parce qu'il y a 3 degrés de liberté par articulation. Et l'animateur peut pouvoir éditer ces courbes, et puis voir même juste les inspecter pour voir comment ça fonctionne. La déformation du maillage derrière à partir de l'animation de squelette, ça s'appelle le skinning. On le verra un peu plus tard. Donc juste sur le vocabulaire, comme on travaille en général plutôt sur les angles et que ce que vous donnez à votre carte graphique ou à votre moteur de rendu, c'est la position 3D, il faut faire une petite opération de calcul qui va passer des angles à la position 3D. Ce calcul-là, ça s'appelle la cinématique directe. Alors, ce transparent est important parce que ces trois mots de vocabulaire-là, il faut absolument que vous ayez bien intégré. Donc, cinématique directe, c'est la manipulation qui passe des angles vers la position 3D du squelette. Le skinning, c'est toute la famille d'algorithmes qui, à partir de la position 3D d'un squelette, va déformer le maillage. Et la cinématique inverse, on en parlera un peu moins cette année, mais c'est plutôt quand vous voulez absolument poser une position d'une extrémité du squelette à un endroit précis.
et que vous voulez calculer les angles qui vont avec. Donc si vous voulez que votre personnage ait le pied exactement à tel endroit, euh, de tourner dans tel sens, mais que ensuite vous avez besoin de recalculer la position du genou, la position de la hanche et le reste de la position du haut du corps, se fera avec des algorithmes de cinématique inverse. En général, la cinématique inverse est bien plus compliquée que la cinématique directe parce que vous n'avez pas une seule solution possible. Si j'oblige le personnage à avoir un pied à un endroit, le haut du corps peut avoir des positions un petit peu différentes. Donc l'intérêt de l'animation basée squelette, c'est qu'avec un squelette, on a une structure hiérarchique sur l'objet. On a cette structure hiérarchique sur l'objet, ça vous permet de, si je change un petit peu l'angle sur une épaule, bah, je vais avoir tout le bras qui tourne et je vais avoir toute la main qui tourne et je vais garantir une longueur d'articulation qui restera constante. C'est beaucoup plus facile à manipuler que de manipuler la surface complète d'un squelette, d'un personnage, donc c'est beaucoup plus facile que de manipuler le maillage complet. Et on va voir que ça a permis de créer, d'introduire toutes les techniques de capture de mouvement. C'est beaucoup plus simple de faire de la capture de mouvement en essayant de repérer que les positions du squelette, que d'essayer de faire la capture du mouvement de toute la surface complète du personnage, avec son t-shirt, ses vêtements qui se déforment, ses cheveux, etc. Les algorithmes de skinning, de déformation du maillage, sont peu coûteux en stockage. Il faut que vous stockiez un seul maillage pour toutes les animations que vous avez en stock, et puis quelques informations qui lient le maillage au squelette. Ces calculs de déformation sont suffisamment simples pour être codés en temps réel et suffisamment simples aussi pour tourner sur GPU, même sur des GPU d'il y a 15 ans. Donc ça, c'est vraiment des gros avantages de travailler que sur le maillage. Et nous, on va travailler dans ce cours-là de travailler que sur le squelette. Et dans ce cours-là, on va travailler que sur le squelette. Donc pas de géométrie, que des os. Une notion de hiérarchie, c'est un arbre. Donc un squelette ici, c'est un arbre. Alors, en général, il y a un ou deux ou trois fils, enfin, pas tellement plus en général, un ou deux, mais ça peut aller. Vous pouvez avoir, bah, si au niveau des mains, au moment où les doigts se séparent, vous allez avoir cinq fils éventuellement dans un des os, mais en général, vous avez soit un fils, donc une structure plutôt linéaire. Par exemple, en dessous du coude, j'ai qu'un fils, c'est le poignet, ou alors deux fils. Par exemple, à la hanche, j'ai deux fils, jambe droite, jambe gauche. Cette notion de hiérarchie et cette notion de squelette vous permet de décrire aussi un squelette qui n'est pas humain, ou d'un squelette qui est plus simple qu'un humain, c'est-à-dire sans les doigts, sans les informations de visage. Tout est possible avec cet arbre. Donc voilà un exemple de squelette qui va être utilisé. Donc la racine qui en général est vers le bassin, qui correspond plus ou moins au centre de gravité. Le torse, le cou, la tête, l'épaule gauche, le coude gauche, le poignet gauche, l'épaule droite, le poignet droit, le coude droit, le poignet droit. Ici de ce côté, le, euh, le centre des hanches, puis toute la partie jambe gauche, toute la partie jambe droite. Donc ça c'est très facile de comprendre cette représentation-là. C'est très facile aussi à coder pour un informaticien, parce qu'un arbre, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire, surtout que là, il n'y a pas souvent un grand nombre de fils. Un nœud de l'arbre va correspondre à une articulation ou un os. Alors c'est vrai qu'après souvent le vocabulaire, c'est pas du tout le vocabulaire anatomique, hein. C'est une articulation ou un os, ça désigne la même chose. Par exemple, quand on parle de l'articulation du coude, en fait, on parle en pratique de l'articulation du coude qui se relie au poignet. Donc ça correspond aussi à l'os entre le coude et le poignet. En anglais, on appelle ça joint ou bone, c'est pareil, on a les deux vocabulaires. Si vous cherchez un peu sur Internet les cours un petit peu de graphique et d'animation, vous allez retrouver ces deux termes-là. Donc après, on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'on stocke dans chacun des nœuds, puisque un nœud de l'arbre va stocker une transformation qui va du nœud local vers le pair. Ici, je l'ai appelé local to father, c'est une notation qu'on va réutiliser souvent en TP, le L2F là. C'est une matrice qui permet d'aller du nœud vers son père, ou alors du père vers son fils, hein. On peut le voir aussi dans l'autre sens. Une matrice, c'est en général, c'est une matrice 4-4 dans laquelle on va stocker une rotation et une translation. La rotation, ça correspond à l'orientation de l'os, la translation, la position au repos.
Alors la translation, en général, elle bouge pas. Le squelette a été configuré avec une certaine translation, ce qui correspond à une longueur entre deux, un déplacement entre deux articulations. Et au moment de l'animation, c'est que la rotation qui va changer. Ça vous permet d'assurer que le squelette a toujours la même longueur. Mais on pourrait imaginer, comme c'est le cas souvent pour le visage, que la translation soit aussi une donnée de l'animation. La matrice peut avoir des contraintes. Par exemple, si votre coude, vous pouvez que votre coude ne se, ne se- l'angle de votre coude ne se modifie que suivant 1 degré de liberté. Bon, c'est très facile de mettre une contrainte comme ça dans une matrice, c'est que vous n'avez à avoir qu'une rotation autour de l'axe des X, Y ou Z, vous en choisissez un, et la longueur des os sera fixe. Alors l'intérêt des arbres, c'est que c'est toujours cette structure hiérarchique sur l'objet. C'est un peu similaire à l'idée de graphe de scène. Si vous avez déjà fait ça dans le cours de rendu, c'est que souvent on va décomposer une scène de manière hiérarchique. Donc vous avez le monde, à l'intérieur du monde, vous avez un bâtiment, dans le bâtiment vous avez des salles, dans les salles vous avez des tables, les tables sont répétées plusieurs fois, vous avez des chaises, sur la chaise il y a un personnage virtuel, le personnage virtuel, le sommet de son arbre c'est la racine, et puis lui il va avoir deux fils qui seront jambe gauche, jambe droite, et puis on peut descendre bras gauche, bras droit, jusqu'au poignet, jusqu'au doigt. Enfin, ceci peut être fait de manière complètement hiérarchique. Ça permet de construire des boîtes englobantes de manière hiérarchique. On va avoir une boîte englobante sur tout l'immeuble, puis une boîte englobante sur chacune des salles, puis une boîte englobante sur chacun des personnages, puis une boîte englobante sur le haut du personnage, puis des boîtes englobantes sur le bas du personnage. Ça facilite la vie quand vous avez besoin de calculer des collisions, quand vous faites de l'animation physique, quand vous voulez faire du rendu pour savoir qui projette des ombres sur qui, pour savoir qui est en contact avec qui. Ça vous facilite aussi la vie quand vous voulez faire de l'affichage avec des niveaux de détail. Imaginez des personnages sur un stade de foot, vous voulez pas forcément afficher tout le détail de leurs mains si la caméra est très loin, les spectateurs qui sont dans les tribunes, mais par contre quand la caméra se rapproche d'un spectateur, on va descendre dans l'arbre et on va dire, ah bah tiens, là on descend, on va commencer à lui afficher pas que le torse et puis pas que les jambes, on va afficher aussi les bras, puis on peut afficher le détail du visage, etc. Euh, cette autre manière d'animer, d'avoir une représentation hiérarchique avec un arbre dans chacun des nœuds, on va stocker une matrice de transformation. Ça permet aussi à un animateur d'éditer le squelette simplement en modifiant les matrices de rotation de chacun des nœuds. Alors, si on regarde un petit peu après le code, alors c'est du vieux GL, c'est pas du code qu'on va refaire, mais par contre le GL1 avait de grandes facultés à être facilement compréhensible. Oubliez, bon, le push et le pop, peut-être on en rediscutera. C'est plus, on essaye de. Quand vous rentrez dans un nœud, on va essayer de sauvegarder la transformation que vous aviez du monde, mais c'est pas très intéressant, c'est pas le plus important là. Ce qu'il va plutôt retenir, c'est que on va récupérer une translation quelque part qui correspond aux caractéristiques de votre squelette. On va récupérer une rotation quelque part aussi qui va correspondre à chacune des poses de votre animation. Donc la translation, c'est plutôt quelque chose de fixe qui correspond au squelette au repos, et la rotation, c'est plutôt quelque chose qui va varier en fonction du temps, qu'on va avoir dans un tableau, on va stocker dans un grand tableau, dans un grand fichier l'animation, et ça correspond à la rotation que vous avez là. Après, on va dessiner de la géométrie, donc on va dessiner le maillage, où on va appeler alors ça, c'est fait souvent après, quand, dans le cas du skinning, mais on pourrait le faire en cours de route. On va appeler le dessin du cylindre qui va afficher le cylindre qui se trouve entre le coude et le poignet, par exemple. Et puis après, on rappelle récursivement la même fonction sur tous les fils. Alors le code est très court et ça marche très bien. Souvent, on n'aime pas trop garder une fonction récursive parce que quand vous êtes sur une carte graphique, la version récursive déjà, elle ne va pas compiler. Et puis, même si vous n'êtes pas sur carte graphique, la version récursive, elle n'est pas forcément la plus efficace en temps d'exécution. Donc, nous, ce qu'on fera en TP, c'est qu'on va dérécursifier cet algo-là et on va le transformer en le parcours d'un tableau, qui est beaucoup plus simple. Alors, après maintenant, regardons un petit peu comment fonctionne une animation. Donc, une animation, ça fonctionne comme dans le cas des images 2D, vous aviez plein de petites imagettes l'une à côté de l'autre en 2D, sauf que là, on n'a pas plein de petites imagettes, on a plein de positions clés, et chacune des positions clés correspond à une position du squelette. Donc on a au tout départ la position au repos du squelette. Donc mon squelette, il a J articulation ici. Une articulation, c'est une matrice de rotation avec soit un angle, soit deux angles, soit trois angles. Et une animation, c'est n fois cette pose-là.
Donc avec à chaque fois, si j'ai 3 angles pour une animation par articulation et que j'ai 20 articulations, ça me fait 3 fois 20, 60, 60 valeurs à stocker pour une pause. Et si maintenant ensuite j'ai n pauses, si j'ai par exemple 25 images par seconde pendant 2 secondes, ça me fait encore 50 pauses. Donc 50 fois moi c'est mes 60 valeurs, c'est toutes ces valeurs-là qui sont stockées dans un tableau. Et là elles sont toutes affichées l'une à côté de l'autre dans cet anime-là, avec la pause au repos qui est ici. Donc là vous avez compris le principe, c'est qu'une animation va se dérouler comme ça en se baladant dans les valeurs du tableau. Alors je vais y revenir encore pas mal de fois dans ce cours, hein, sur ces choses-là. Là, j'ai présenté les grands principes. Avant ça, on va faire un petit exercice. Alors là, on bascule, ce qui fait que on va basculer plutôt sur le code. Alors l'objectif de cet exercice, c'est un exercice que vous auriez pu faire dans le cours d'informatique graphique de deuxième année, qui est essayer d'afficher un robot qui a un bras, un avant-bras et deux pinces. Avec, alors nous, comme on va utiliser Gkit, c'est que vous avez peut-être déjà utilisé Gkit dans le cours de synthèse d'image ou dans le cours de L2, on va essayer de le faire là, comme vous l'auriez fait sans avoir suivi ce cours-là, sans avoir de notion d'arbre ou de structure de données compliquée. On va essayer de faire cet exercice.